Cher président Xavier Martin n'a pas pu venir de Lyon, il est désolé, et donc il devait être modérateur. Il manque à tous ses devoirs, donc j'ai demandé que ce serait bien qu'il soit remplacé. Et depuis que je suis à l'académie, moi je cherche à promouvoir les femmes. Je suis content parce que j'en vois beaucoup dans la salle. Et donc on a demandé à Amandine, qui est déjà en 3e année de thèse, donc quelqu'un de très évolué, de remplacer le président de l'académie comme modératrice. Et je pense que c'est un excellent choix. Voilà, on verra d'ailleurs comment elle va se comporter. Et donc on commence par la conférence de Pierre et de Brie. Comment, Christian de Brie, comment concilier la recherche et l'activité clinique. C'est un joli sujet que j'ai essayé de résoudre toute ma vie. C'est pas simple. Écoutez, merci en tout cas, Monsieur le Président. Oui, c'est un sujet qui est pas du tout simple, donc une petite demi-heure. Alors, à la fois, vous allez voir des éléments très factuels, puis ces éléments d'expérience, parce que en fait, on est noyé quotidiennement dedans entre la clinique et la recherche. Et puis après, il y a un certain nombre d'avis tout à fait personnels qui n'engageront que moi. Donc simplement sur cet avis et sur ce sujet qui est pas si simple que ça en fait. Alors j'ai commencé déjà par quelque chose de très positif, c'est le déclin de la recherche médicale française. C'est un rapport extrêmement récent dont vous pouvez bénéficier et lire, qui est très bien écrit, qui est le rapport de la conférence, donc des doyens de toutes les facultés. Vous voyez les deux premières lignes. Chers collègues, nous sommes profondément préoccupés par l'évolution de la recherche médicale française, qui reste emblématique, mais qui est indiscutablement en train de décliner. Donc vous savez que grosso modo, en nombre de publications, on était à peu près à la 5e place. Là, c'est en train de chuter année après année. On est à la 8 ou la 9e actuellement. Donc on va quitter à ce rythme, parce qu'il y a toujours une inertie colossale. Les top 10, normalement, l'année prochaine, ou dans 2 ans. Comme toujours, les choses sont toujours un peu difficiles à rattraper secondairement. Juste pour continuer dessus, donc il y a 38 propositions, alors vous en faites pas, je ne vais pas vous les lire maintenant, les 38 propositions, mais c'est vraiment très bien écrit, très facile à lire, c'est sur internet, vous pouvez le retrouver partout, et je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est objectivement, ça retrace de manière historique et pour le futur les principaux problèmes auxquels en fait on est confronté. Et c'est pour ça, alors je prêche à des convaincus, effectivement, dans cette salle, qui sont tous dans la recherche, ce qui est assez admirable, mais effectivement avec la recherche clinique. Alors quels sont les aspects positifs globalement, je vais commencer par des choses donc un petit peu pragmatiques. L'atout majeur de la recherche médicale, c'est la force de synergie, ça on le sait. Soins, formation, recherche, je crois qu'il faut le laisser effectivement en place. On avait discuté éventuellement, est-ce qu'on pourrait pas être que dans le soin, que dans la recherche ou que dans l'enseignement. Ça semble, de mon côté, c'est qu'il y a beaucoup d'avis personnels complètement ahurissants, parce que c'est impossible de quitter d'être que dans l'enseignement, parce qu'après on perd complètement la notion de la clinique, et la clinique reste totalement indispensable, la chirurgie, de la recherche, en tout cas dans les fonctions hospitalo-universitaires. L'environnement scientifique, d'accord, pas d'étanchéité thématique, très important. Tout à l'heure, vous voyez, j'avais vu donc la thèse, le sujet qui a été présenté sur les hernies diaphragmatiques. Vous voyez qu'on peut même travailler entre ORL et donc gynéco. Donc c'est extrêmement intéressant. En fait, il y a parfois des choses communes, donc surtout décloisonnées. Donc c'est tout ce qui est hôpitaux, universités, EPST, industriels, etc. C'est performance, valorisation industrielle, académique. Je vais être moins général après, je vous rassure. Alors la valorisation industrielle, vous voyez, j'ai mis en rouge, parce que ça reste toujours des sujets qui sont tabous. En fait, on a besoin de travailler avec l'industriel. Ça fait très longtemps que les 25.2, etc., les lois sont parues. C'est très difficile à accepter. Moi, j'étais dedans dès les années 98, vous voyez, ça fait longtemps. Et Dieu sait, ça a été extrêmement compliqué, en fait, de pouvoir avoir à faire des financements, en fait, institutionnels, et puis à un moment, arriver sur des financements qui sont des financements privés, parce que les financements institutionnels, parfois, sont très très loin d'être suffisants, et puis c'est loin d'être déterminé, ce problème. Ça ne fait que s'accentuer. Il y a eu une très, très bonne interview cette semaine. Je vous conseille aussi, c'est la méthode scientifique de ministre de la Recherche, de Madame Vidal, qui a fait une très bonne interview, très bonne, je trouve très synthétique de l'ensemble. Après, on retire ce qu'on souhaite. Et savoir prévenir et gérer les conflits de rôle inhérents à la recherche clinique, c'est des choses qu'on voit en permanence, mais ça, c'est plutôt dans les phénomènes de groupe assez classiques. Il faut faire attention, parce qu'on peut, au bout de 10 ans, faire exploser en fait des recherches ou des unités uniquement parce que les problèmes humains deviennent prédominants par rapport aux problématiques en fait de recherche qui ont été mis.
Quels sont les axes d'amélioration? C'est renforcer l'attractivité des métiers de santé, ça c'est d'accord. Conserver l'humanisme, valeurs éthiques et déontologiques, ça je crois que c'est ce qui est le plus important. L'unité INSERM, donc moi je suis dans une unité recherche, l'unité INSERM 1121 depuis les années 2000, et tout n'a tenu après toutes les difficultés que parce que en fait les valeurs humaines sont très importantes, et c'est des groupes qui restent excessivement soudés. Bon, pour moi c'est quelque chose d'absolument fondamental, hein, que ce soit la recherche ou que ce soit donc la clinique. Alors, quelque chose de très important dans le rapport, s'attacher au bien-être des étudiants internes et des enseignants. Donc des étudiants et des internes, s'attacher au bien-être. Je pense que c'est extrêmement important dès le début du cursus pour, d'abord, c'est tout à fait normal. La deuxième chose, c'est les intéresser en fait à des sujets qui dépassent la formation pure, tout en conservant la même formation. On revient en fait dans ces problèmes humanistes qui, moi, me sont extrêmement chers, leur permettant, vous voyez, de conserver enthousiasme et sens des métiers de la recherche. Là, vous en faites pas, millefeuille français, vous le savez, donc il y a les entreprises, les universités, les agences sanitaires, les agences de moyens équivalents. Il y avait très peu de choses en 98 dans les années 2000. Maintenant, il y a un bon millefeuille en fait qui est fait. Et regardez juste pour Strasbourg. Voilà. Alors, je vais pas le détailler. Vous pouvez absolument trouver tout, mais vous arrivez finalement dans un dédale absolument phénoménal de toutes ces structures qui sont reliées. Mais alors, on arrive à les relier avec des petits traits très très loin, une espèce de pseudopode, mais c'est à peine relié. Et finalement, c'est les entités qui parfois sont indépendantes. Ça, c'est un système fantastique français. C'est magnifique. C'est-à-dire que tout y est. On peut toujours trouver tout, mais il faut aller le chercher. Donc au début, c'était presque plus simple dans les années 2000 quand il y avait très peu de choses, rien, parce qu'on savait à peu près à qui s'adresser, voire même personne au début. Mais maintenant, vous pouvez faire tous les thèmes de recherche que vous souhaitez, en fait, mais il faut se retrouver en fait dans ce dédale absolument colossal. Donc il y a un véritable apprentissage et de cours en fait à faire. On n'arrive pas comme ça directement à la recherche, il faut vraiment être coaché. Voilà, donc ça c'est juste la région de Strasbourg. Presque toutes les demandes, donc via les DRCI, qui sont importantes, hein, qui sont les directions régionales de la clinique. Alors, quels sont les remèdes? Magnifiques. Ça, on adore les remèdes. Si on se connaissait les remèdes, le problème serait réglé. Donc, redonner un sens à la recherche aux chercheurs, c'est devenu une priorité nationale, vous lirez le rapport. Faciliter la vie en simplifiant les organisations, les évaluations et les modalités de financement. Alors, faciliter la vie, quand vous voyez la diapositive précédente, vous voyez, les discours, ils sont complexes. Ils sont pas forcément univoques, hein. Ils peuvent être assez équivoques aussi. Promouvoir la carrière, ça aussi, c'est un des grands axes universitaires, sans modifier la bioappartenance, ça c'est très, très important. Puis la contractualisation des missions, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut faire des missions très importantes sur 1 an, 2 ans, 3 ans de recherche, vraiment être très attaché à ça et ne pas perdre la réalité ou revenir sur la clinique après, c'est-à-dire avoir vraiment des contractualisations, ça je pense que c'est important. Et puis avec un temps suffisant pour développer un projet de recherche, le temps est quelque chose d'absolument très très important. Puis il y a ce fameux statut, je voulais aussi en dire un petit mot, de MCUPH, qui est un statut qui est pas simple, je trouve. Et en fait, c'est un peu supprimer cette précarité aussi qui est dans les axes actuellement qui sont donnés. Après, on verra ce que ça donnera vraiment. Alors l'importance du facteur temps, parce que la recherche, en fait, c'est une vie. Quand vous commencez un sujet, finalement, vous êtes attaché à votre sujet de recherche en master, la thèse de science, puis finalement, soit vous l'abandonnez, mais c'est très rare de passer à une thématique complètement différente. Enfin, vous verrez vous-même dans votre expérience. Et puis, c'est complètement en dents de scie en permanence. Il y a des moments horribles. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, vous demandez comment vous appelez. Vous êtes complètement en bas de la courbe. Tout ce qui a été fait, plus rien ne sert à rien. Tous les résultats sont mauvais. De toute façon, il n'y a plus un sou, il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Tout le monde est parti. Et puis après, voilà, il y a des moments de grande solitude, en fait. Et puis après, ça repart, alors que vous avez pression. Alors ça repart. J'ai pas fait la suite de la flèche ou bing, ça peut retomber. Donc en fait, c'est une acceptation globale du risque permanent. Surtout que vous y consacrez, en général, enfin en tout cas dans mon cas, on y consacre quand même une part excessivement importante qui est en dehors effectivement de la part clinique, hein. C'est des milliers, des dizaines de milliers d'heures, on compte plus ça du tout. L'importance du facteur temps, je voulais juste le rappeler sur des petites choses très simples, parce que c'est quand on fait vraiment il y a tout à l'heure, les sujets étaient tout à fait passionnants. Il y a à la fois l'innovation pure et dure, et dans ce cas-là, elle va mettre un temps fou. Il y a aussi ce qui est très intéressant, donc dans le dernier sujet justement. Sur les problèmes en fait de
voir quels sont les résultats d'un certain nombre de techniques chirurgicales, je trouve ça aussi très bien de revenir à un moment donné, de se reposer la question, mais en fait tout ce qu'on fait avant, est-ce que c'était valable ou pas valable? Donc tous les sujets grosso modo sont intéressants, ils ne sont pas forcément de l'innovation pure et dure dès le départ, après on peut revenir en arrière, et puis surtout pas de dogme, et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement important d'avoir eu cette dernière présentation, puis qui montre que finalement, si on avait montré des choses particulièrement en fait embêtantes, tiens, on pourrait peut-être revenir en arrière, plutôt que d'arriver lorsque le nombre de cas en fait devient de plus en plus important, par exemple dans les dégénérescences cancéreuses. Alors ça, c'est l'implant cochléaire. Alors c'est bien, j'ai mis l'ORL en premier, et ORL. L'ORL premier, c'était les années 50. C'est les sourds complets, plus un son, plus rien, les deux oreilles, pas du tout. Ça faisait 7 kilos initialement, on l'avait dans le dos, ça fait 12 grammes actuellement. Ça est donc années 50 début, 70, ça a commencé à peu près à se formater, la recherche, c'est-à-dire grosso modo à savoir où on allait. Premières implantations, ça a été dans les années 85 et c'est venu au niveau mondial en 98. 95-98, en 2000, tout le monde les pose maintenant dans le monde. Donc pour vous voyez, ça fait 50 ans quand même. 40 à 50 ans. Le cœur, qui a connu le Jarwick, seuls les anciens, dont moi. Donc vous avez connu ça, et puis maintenant avec le Carmat, vous connaissez aussi un petit peu le développement, alors je ne vais sûrement pas rentrer dans les détails avec les cardiovasculaires, les difficultés, les interrogations, la rétine artificielle extrêmement intéressante, donc avec les premiers, puis maintenant vous avez aussi la rétine, mais ça a commencé aussi, ça fait quasiment une trentaine d'années maintenant, et puis il y a 3 grosses sociétés qui étaient dessus, puis vous voyez que ces sociétés, en fait il y en a 2, notamment une américaine, je crois que c'est Argus 2, et puis une allemande qui est Retina, qui sont en train de se désengager après avoir été pendant quasiment 15 ans, 20 ans dedans, et actuellement la société française donc a l'air de pouvoir continuer et d'avoir les meilleurs résultats actuellement. Donc vous vous rendez compte de ce que ça représente en temps, en homme, en argent, pour finalement tomber complètement dans le vide. Donc c'est quelque chose, je pense, dans les messages qui sont assez importants, c'est-à-dire quand on dit recherche clinique, et recherche clinique c'est quelque chose de certain, enfin certains vous opérez, a priori ça, dans la majorité des cas ça va, pas toujours, mais enfin vous avez quelque chose, un résultat concret, la recherche, le résultat concret n'y est pas, donc il faut y être directement, à mon avis, extrêmement fixé et attaché dès le départ, et savoir qu'on ne sait pas où on va. Voilà, c'est surtout ça important. Et alors moi je me suis mis aussi, parce que quand même on se met un petit peu, alors ça c'est un truc, un bidule absolument unique au monde, mais on a fait le premier larynx artificiel, alors je ne sais pas de pub particulière de remplacement de larynx en 2012, et en fait pour aboutir en fait à des systèmes qui actuellement sont absolument en pleine évolution, qui ont l'air tout à fait archaïques et qui en fait déroulent en fait sur d'autres types de recherches. Ça j'en dirais un tout petit mot, ce sont, j'y crois énormément, ce sont des bancs d'essai, c'est un pharyngolarynx artificiel, un in silico, ce qu'on appelle, pour arrêter à terme, vous savez qu'il n'y aura plus d'expérimentation animale, on parle des années 2025, 2030, 2035, on ne sait pas trop. D'autre part, les expérimentations animales, je parle aussi en mon nom, hein, attention, hein, pas de généralité. Tout le monde en a fait, on est passé du rat, enfin du chien, mais ça a été arrêté très vite. Après le rat, le lapin, la brebis, chez le rat tout marche. Quand ça ne marche pas chez le rat, c'est quand même exceptionnel, enfin à mon avis, que ça marche chez l'homme. Le problème du rat, c'est par exemple dans la cancérologie, avec l'immunothérapie, c'est top parce qu'en fait ils guérissent très facilement. Le problème c'est pas transmissible et on est complètement bloqué sur ces modèles en fait de rats. On en parlait tout à l'heure, c'était très intéressant. Est-ce que le modèle est pareil chez l'homme? En fait on n'en sait rien, mais on n'a que ça en fait à faire et c'est la seule corrélation qui est acceptée. Il n'y en a pas d'autre si on veut aussi progresser. Si vous faites d'expérimentation initialement sur le rat, de toute façon vous ne pouvez pas progresser et vous n'aurez pas les accords secondaires pour le faire. Mais moi je reste extrêmement dubitatif sur la transmission en fait de l'un à l'autre. Ce qui est sûr c'est que quand seul le rat ça marche pas. Enfin moi en tout cas ma conviction c'est que chez l'homme, ça a très très peu de chances de marcher parce que le rat il supporte tout. C'est un animal assez extraordinaire. À mon avis, il va nous survivre beaucoup plus longtemps que nous. Voilà, le constat. Donc la recherche clinique est devenue une nécessité pour la médecine moderne. C'est tellement évident pour un pays qui perd la recherche, c'est un pays qui va mourir.
Moi, c'est ma conviction. La recherche a une dynamique propre, différente de la clinique. On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que les attachés tous les deux sont compliqués. Clinique et recherche, extrêmement difficiles, en fait, et surtout à tenir sur le long terme. Donc, ces deux dynamiques ne sont pas incompatibles. Voilà, et le futur de la médecine dépend des interactions, en fait, entre la recherche dynamique propre et puis la recherche clinique pour voir si, effectivement, il y a des applications et des allers-retours en permanence entre la recherche et la clinique. Alors maintenant, expérience et conviction personnelle. Donc la recherche est indissociable de la pratique clinique, on l'a dit. L'organisation souple et la charge de travail par la mise en œuvre de processus facilitateurs, c'est les DRCI. Heureusement qu'il y en a parce que ça permet de savoir où commencer. Comme vous avez vu le dédale de la troisième diapo tout à l'heure, au moins la DRCI commence à vous faire entrer dans le dédale et vous montre un petit peu le chemin. Un sujet très important. Moi, je pense dont on reparle avec les générations maintenant qui ont suivi et qui ont fait leur thèse de sciences terrain dans mon unité, c'est sujet de novo, intégration dans une équipe. Sujet de novo, c'est pas du tout la même chose. Vous partez quelque chose de complètement neuf. Je raconte un peu toujours cette anecdote. On est dans un temps, on peut raconter des anecdotes, mais moi j'ai fait donc ce qu'on appelait le DEA à l'époque et la thèse de sciences à l'université Paris 13, donc chez Josefovitch. Et je suis arrivé complètement enthousiaste et je dis voilà, je viens faire votre master chez vous, un master où c'était absolument aucun rapport avec le sujet que je voulais faire, qui était sur le larynx artificiel. Il a dit voilà, je le fais, dans un an on le pose. Comme ça, dans un an, et je me souviens, il était assez extraordinaire parce que je me souviens encore de son sourire. Il a souri très très gentiment. Il fumait 3 paquets de clopes par jour, toujours d'ailleurs. Et il a dit 1 an, super, ok, on teste. Et ça a été posé 22 ans après. Mais ce qui est important en fait là-dedans, c'est qu'il a eu l'enthousiasme de ne pas dire 1 an, vous rêvez, donc allez voir ailleurs si j'y suis, etc. Écoutez, donc c'est de laisser en fait, je pense, c'est un très très bon enseignement. Rien n'est défini, on ne sait rien, il faut voir, mais de laisser en fait l'enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très fort en fait, cette scène avec lui. Et 10 ans après, je suis revenu, je lui dis oui, c'est un petit peu plus long que prévu finalement. Bien poser la problématique lors du master, le thème de recherche initiale reste très souvent le sujet dominant et donc il faut bien y réfléchir avant et pas se lancer parce qu'après on n'a plus le courage en fait de revenir en arrière, enfin, en tout cas c'est mon avis toujours. Favoriser l'intelligence collective par des équipes composites et puis les industriels, valorisation de la recherche, encore un tabou. On n'a pas trop le temps d'en parler, je terminerai pile à la demi. C'est encore un tabou, moi je trouve, de moins en moins, mais c'est les coopérations qui sont très compliquées avec les industriels. D'abord il n'y a pas forcément les mêmes vues, ça commence un petit peu à se faire la symbiose entre les deux. Et après les financements qui sont hors institutionnels, moi j'en ai l'expérience, j'en ai une très grosse expérience de ça. C'est des choses qui sont extraordinairement compliquées en fait à gérer et dans lesquelles on sort de notre métier. Donc soit on confie à des gens qu'on ne connaît pas et dans ce cas-là on ne connaît rien, soit on essaie de rentrer dedans et en fait on accumule les heures puis à la fin on ne sait plus comment on s'appelle. Et donc c'est pas du tout simple à gérer. Limiter la centralisation, équilibrer verticalité et transversalité, c'est joli ce genre de phrase. On se demande ce que ça veut dire. C'est globalement il ne faut pas être hiérarchiquement dans une de déléguer de tâches de manière verticale. Et ce qu'on redisait tout à l'heure, je pense qu'entre la recherche, c'est aller voir ailleurs et puis rester transversal. Donc c'est les équipes et puis pas rester dans sa spécialité parce que nous on a trouvé des choses assez fantastiques en fait dans d'autres spécialités, soit en lisant, soit dans les congrès, etc. Donc finalement on a l'impression que parfois tout le monde progresse un petit peu en même temps. Donc il faut être très curieux et les regarder à droite à gauche et interroger les personnes. On parlait tout à l'heure de la gynéco. En fait ils sont venus me voir, Nicolas Sanan, parce que nous on maîtrisait la problématique en fait des prothèses trachéales et intralaryngées dans le cas du larynx artificiel et ils voulaient l'adapter au fœtus. Voilà, c'est juste un exemple mais c'était amusant. Et alors, éviter les lignes de recherche trop bien tracées, le poids de la tradition, c'est ça. Bon, il faut faire attention au danger de ne plus penser en dehors du cadre institutionnel. Parce que le cadre est toujours rigide, mais rassurant, et de s'y enfermer. Voilà, donc on revient, c'est pas simple, c'est un peu les considérations, c'est-à-dire avoir une liberté, une souplesse, et puis à la fois pouvoir partir ailleurs, et à la fois que ceux qui vous encadrent vous laissent aussi partir ailleurs. Je pense que c'est très très important. Et voilà, et puis aider à développer aussi leur carrière par un risque créatif. Le risque créatif, évidemment, parce qu'on peut chercher, pas parce qu'on cherche qu'on trouve. Si tous ceux qui cherchaient trouvaient, on ne serait pas au 21e siècle, on serait au 30e siècle. Il y a énormément de choses qui sont laissées sur place et pour lesquelles finalement ça donne rien. Il y a énormément d'hiatus.
Alors, d'autre part, d'autres choses de conviction, entre expérience et conviction personnelle. Savoir rester inconfortable sur le plan créatif et intellectuel, ne jamais être sûr de rien. Inconfortable, je trouve ça très important comme terme. Avoir le temps et la liberté de réfléchir, on l'a dit, c'est comprendre et adhérer sans obligation. Alors là, vous allez peut-être savoir être rebelle, obstiné, voire arrogant. Voilà, et ne pas travailler exclusivement sur les reçus antérieurs. Vous voyez, ça, je pense que c'est quelque chose qui est arrogant, c'est-à-dire qu'à la limite, il faut défendre votre beefsteak quand vous êtes convaincu en fait de ce que vous voulez faire et vous voulez aller. Et si on vous lâche pas prise, et bien dans ce cas-là, il faut aller ailleurs. Avoir une détermination forte, être fiable et constant. Confiance dans ses idées, c'est pas évident. D'avoir confiance en soi, c'est déjà pas évident. Confiance dans ses idées, parfois, c'est encore pire. Apprendre à se perdre dans les marécages. Alors, aucune voie n'a eu un passe total. C'est Abel Feld qui était prix Nobel sur les matières condensées en 2017. En fait, c'est très drôle parce qu'en fait, vous lancez un projet et 10 ans après, il part sur les côtés où il y a une autre application, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et en fait, on a progressé, nous, complètement en 20 ans dans l'unité INSERM avec énormément de projets différents qui, l'un, ont découlé en permanence de l'autre, ont redonné des idées et toujours dans la transversalité. Donc, surtout, ne pas s'enfermer. Et puis finalement, c'est quand même rare que ce soit une impasse totale. On arrive toujours à sortir quelque chose d'un travail ou d'aller en fait un peu latéralement. Savoir affronter à tout moment la problématique de la page blanche par manque d'inspiration. Alors ça, c'est dur. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune idée de rien. C'est l'autruche que je vous montrais tout à l'heure. On a l'impression vraiment d'être une autruche à un moment donné. Il n'y a plus rien, quoi. Bon, alors il faut attendre que ça passe. Jamais compter son temps, être habité par son sujet. Ça, c'est très important. Voir effectivement que la vie est devant soi. Elle l'aime, enfin, vraiment, toute la vie professionnelle. Produire de la connaissance, c'est ce qui est le plus important. Et puis la grande question auquel je ne réponds pas, existe-t-il des recherches inutiles? Je n'en sais rien. Mais la question peut être posée parce que l'expérience montre que dans des unités, on voit beaucoup d'unités, et puis on se demande si certaines recherches vraiment très objectivement ont lieu de se poursuivre. Voilà, donc un monde idéal pour associer clinique et recherche. Là, je passe assez vite. Lisibilité de carrière, on l'a dit. Ça, je passe en vitesse. Puis l'attractivité salariale, je crois qu'on est au cœur du problème actuellement. Là, il faut quand même le souligner, ce problème. Quand on voit dans mon unité qu'il y a des chercheurs qui sont là depuis 30 ans, qui sont en fin de carrière et qui sont à 2400 €, il faut quand même dire des chiffres. Max, en fin de truc, et ça, c'est absolument honteux. C'est absolument pas possible de continuer comme ça. C'est un pays qui est en train de complètement se paupériser et de mourir. Et on dit la recherche est fondamentale. La recherche est super important. C'est le produit. Il faut que les jeunes aillent dedans. Super perspective de carrière quand vous arrivez en fait à 2000 € au bout de 30 ans de carrière, revalorisé en fait au niveau de la recherche. Et c'est quelque chose qui est ahurissant. Et je sais pas comment ils font pour aller jusqu'au bout. Moi, ça me sidère. Et à la limite, même, je vais vous dire, dans mon unité, je suis tout le temps culpabilisé en permanence en se disant, mais pas possible, quoi. Enfin, donc on essaie de se battre, faire les choses, mais il faut donc un discours qui soit clair et faire repartir cette recherche en France. De toute façon, si elle ne repart pas, c'est catastrophique au niveau national. Bon. Alors attention aux effets de mode, aussi sur l'avenir, réunir toutes les compétences, imaginez qu'on soit un, d'accord, ça c'est quelque chose de très classique. Oups, pardon. Et alors, juste là, c'est une idée tout à fait personnelle, et c'est la dernière diapo, c'est les effets de mode, c'est-à-dire à un moment, il y a quelques années, quand on disait nano, toc, on avait des crédits. Donc après, il y avait comme ça, nano, pof, avec crédit, il fallait au moins que ça soit marqué une fois dedans. Alors maintenant, nano, c'est assez bof dedans. Les cellules souches, c'est vrai que c'est très bien, il y a quand même beaucoup d'hésitation, puis à un moment, il y a eu, quand même pas oublié, à 10 ans, tout le monde en parlait, etc., c'est fantastique, etc., c'est cellules totipotentes. On sait maintenant que c'est ok, mais c'est quand même infiniment plus long et plus complexe. L'intelligence artificielle, alors si vous dites pas intelligence artificielle, là, c'est pas la peine. Et puis il y avait deux choses, alors auxquelles moi je crois, mais même si c'est comme je serai plus là dans quelques années, dans 10 ans, vous verrez si ça existe, ça n'existe pas. Mais c'est la simulation informatique. Alors moi j'y crois énormément pour remplacer. Par exemple, on a resimulé totalement toute l'informatique de la déglutition, qui est extrêmement complexe. Il est plus difficile d'aller plus facile d'aller sur Mars, à mon avis, que de reconstruire en fait tout le complexe pharyngo-œsophagien, le complexe pharyngo-laryngé œsophagien. On le sait parce que quasiment rien n'a été résolu encore dans les troubles de la déglutition majeure dans toutes les maladies dégénératives au monde. On
le sait bien. Les modélisations informatiques in silico, nous, on a travaillé énormément dessus avec des ingénieurs, 2 ans de boulot, ça marche très bien, c'est corrélé à l'IRM. Vous faites une IRM, vous corrélez directement en fait, le fonctionnement du pharyngolarynx, donc c'est de l'in silico, il n'y a plus besoin d'animaux. Et puis comme ça, vous mettez l'alimentation qui passe exactement en temps réel, en 100 millisecondes, vous voyez les problèmes, vous mettez une prothèse, une autre. Au lieu de faire de l'empirique direct, ça permet en fait de tester 10 choses en quelques jours, plutôt que d'avoir de faire une implantation. Puis après, vous savez que lorsque vous avez une implantation, vous ne pouvez absolument pas changer en fait les données qui ont été données au niveau de la DRCI. Et du coup, vous avez 6 mois à 1 an avant de faire le deuxième. Donc on a commencé comme ça, donc on a complètement terminé. On passe à l'in silico complète, ça j'y crois. Et les bioimpressions complexes et organoïdes. Donc vous avez beaucoup entendu parler. Ça j'y crois énormément pour 2 raisons. C'est actuellement, donc il y a les petits organoïdes cérébraux. Alors, neurochirurgien, alors il paraît qu'il y a quelques millions de cellules, je crois déjà, qui sont dedans, qui sont faits par les imprimantes 3D, qui ont une activité électrique. Alors, on ne parle pas avec eux encore. Mais il y a aussi, pour les poumons, vous voyez, il y a les différentes choses en réalité. Les vaisseaux aussi ont été faits par les Israéliens récemment. Un complexe de vaisseaux, etc. Pourquoi ? Parce que on a chaque problème entraînant d'autres problèmes. Je pense qu'à la fin des temps, on n'aura jamais fini. Mais par exemple, l'immunothérapie en cancérologie, qui sont encore un peu de transformer, en tout cas au niveau ORL, les choses, fait qu'un certain nombre de patients simplement répondent, mais pas tous les patients. Donc, quand il n'y a que 20 à 30% des patients qui répondent et que le coût est exorbitant et que 70% des patients ne répondent pas à l'immunothérapie en 2e ou en 3e ligne, avant c'est en 3e ligne, c'est en train de remonter tout doucement en 1re ligne, on peut comprendre que les organoïdes ont un énorme avenir parce que de vos cellules, ça va permettre en fait de tester directement, voir comment le produit peut réagir, etc. Et directement, et plus de rats, plus d'animaux, plus de machin. Les rats en cancéro, ils guérissent tous quand vous leur donnez de la chimio, ils guérissent tous. Les hommes, ils ne guérissent pas tous, sinon ça se saurait. Et les bioreproductions et organoïdes, ce que disait, et l'autre chose, alors là, c'est pas vital, mais c'est nous quelque chose qui nous touche pas mal, c'est c'est ce qu'on appelle toutes les polyposes nasocinisiennes, les asthmes sévères, les obstructions nasales, etc., pour lesquelles l'immunothérapie va sans doute exploser. Ça a l'air de bien marcher. 20% des patients répondent super bien et sont guéris au lieu de les opérer en chirurgie. Ça vaut 1 500 € l'injection une fois par mois à vie. Donc les phases 3 sont terminées. 80% en fait de ce qui va être envoyé, de ce qui va être fait chez les patients, part directement dans la poubelle, parce que ça sert à rien. Donc ça, je pense que les organoïdes, un jour, pourront répondre à ça. En tout cas, nous, on s'engage avec l'unité là-dedans. Voilà, je vous ai fait un petit aperçu, en fait, très simple de l'ensemble, à la fois personnel. On n'est pas sorti d'affaires, mais enfin, si on attendait de sortie d'affaires, de toute façon, on ferait jamais rien. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, c'est assez presque un peu provocateur et très sombre pour nous qui sommes encore en plein dedans et tous très motivés par nos résultats frais. Alors non, j'espère que non. Non, j'espère que non. C'était un constat. Le constat, il est réel. Et c'est fantastique, c'est justement que vous soyez là et ça continue finalement. La vie quand même continue. Non, c'était au contraire, c'est positif. C'est positif par rapport à la recherche animale. Oui, ce que vous dites, c'est vrai qu'on l'entend depuis ces dernières années. C'est ce qu'on entend, c'est que là, on a tous présenté des projets sur la recherche animale, mais dans tous nos labos, ils nous disent ce sera un des derniers projets parce qu'on va plus faire ça. Il y a certes la problématique éthique et des saisines où je ne sais pas comment vous en êtes sortis, mais sur certains projets, on attend 6 mois avant d'avoir les autorisations ministérielles, donc c'est une perte de temps pour les laboratoires académiques. C'est insupportable. Donc en effet, tout ce qui est organoïde, je vous rejoins sur ça. C'est une vraie place actuelle. Il faudrait plus presque d'unités qui développent ça aux côtés des institutions académiques de recherche pour nous aider, pour développer ces modèles-là. Typiquement sur des modèles de carcinose digestive, parce que c'est ce que je connais. Même le modèle animal est très limité parce que les gros animaux ne développent pas de carcinose péritonéale de toute façon. Donc on n'a même pas le modèle animal adapté. Mais pour le moment, des péritoines malades en reconstruction 3D en organoïde, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Non. Ça va venir. Écoutez.
Pour ce qui est, vous avez dit faciliter la vie à un certain moment, ça c'est sûr. Nous, on a tous eu la problématique de la rédaction de nos dossiers pour un financement de bourse à titre personnel. Je ne sais pas si vous avez eu à rédiger des dossiers pour lever des financements pour votre projet. Alors là, pour avoir rédigé ne serait-ce que des lettres d'intention et après commencer les rédactions de projets pour des plans cancer, des choses comme ça. Alors si on n'est pas soutenu par un mentor, vraiment par quelqu'un à nos côtés qui nous aide, on s'en sort pas en fait, parce que rien n'est fait pour nous faciliter la vie et rien n'est fait pour nous motiver au niveau académique pour relever des fonds. Et en termes de valorisation, si je peux terminer sur ça, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous en avez entendu parler, il y a un DU à Paris, Sorbonne, d'innovation et de valorisation de la recherche. C'est très ancien. Qui est très ancien, c'est bien Césaire qui l'avait mis en place. Exactement. J'étais un des premiers à être dedans. Il date au moins des années 2000. Exactement, mais il est tous les ans remis... Non, avant 2000. Oui. Tous les ans remis au goût du jour. Il vient justement de changer de direction, mais j'ai plus le nom, c'est un neurologue qui a repris cette année. Qui est, je pense, très 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 motivant et enthousiasmant pour nous. Je vous le conseille, si vous faites une thèse de sciences, essayez de le faire. Et justement, on comprend mieux la collaboration avec l'industriel, la place des startups. Est-ce qu'on collabore, est-ce qu'on fait une start-up et justement, je voulais vous demander, vous, votre expérience avec les SAT qui, en ce moment, essaient de trouver une place pour faire le lien entre les deux. Est-ce que vous avez eu affaire à eux? Alors oui, les startups, je connais, le milieu des startups. Mais comme on passe par les SAT avant, en fait, oui, on a affaire à eux, pas tout le temps, mais enfin, on les connaît très bien. Moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, le seul moteur, c'est vous. C'est-à-dire qu'on arrive quasiment à avoir ce qu'on veut en mettant l'énergie qu'on souhaite, mais il ne faut pas attendre des autres, ne sont que facilitateurs. Mais en aucun cas, ils iront discuter pour vous, voir pour vous. Et rien ne vaut le contact humain pour arracher, si on peut dire, in fine, en fait, les accords. C'est-à-dire, ils veulent que vous soyez là et que celui qui est promoteur, en fait, de sa recherche soit au cœur des systèmes. Donc les SAT, moi, j'en ai une très bonne idée, parce que si elles sont bien organisées, elles mettent énormément en contact. Il y a les SAT, il y a tout un tas de choses, il y a les DRCI, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est bien, mais en fait, le principal moteur, ça sera que vous et personne n'ira faire dans vos convictions le travail à votre place, ça c'est sûr. Et ça, c'est du temps. Donc il faut être mangé et habité. C'est très optimiste. Hein. Ce qui est pessimiste, ce qui est horrible en fait dans ce qu'on vit, et moi j'ai vu cette évolution depuis 20 ou 30 ans, c'est qu'il y a un nombre d'intelligence exceptionnelle et de formation exceptionnelle. En France, on trouve de tout. On trouve les meilleurs médecins, meilleurs ingénieurs, tout. Et rien ne marche. Et tout est compliqué, et tout est lourd. Et c'est ça qui est redoutable. C'est un peu le message que je voulais passer. Et je trouve que c'est un gâchis phénoménal. Voilà. Mais on y arrive. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des implants cochléaires, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si c'est le sujet-là, éventuellement, les implants cochléaires plus en détail. Les implants cochléaires, c'est les sourds profonds, complets. Donc on les implante, ça fait 12 grammes, hein, c'est absolument minuscule, ça se met au niveau de l'oreille interne. Et ça, c'est rééduqué, ça permet d'avoir une compréhension quasiment normale. Maintenant, c'est mis en bilatéral. Et soit il y a un enfant sur 2000 qui est sourd, qui n'est sourd. Il faut les installer, on les met à 6 mois, 1 an. Et pour l'instant, les durées de vie sont 25, 30 ans. Hein, elles sont quasiment au maximum. On est à plus de 20 ans maintenant. Et puis, soit le langage a déjà été acquis. Dans ce cas-là, les zones du cerveau ne disparaissent pas et on peut être implanté à 90 ans. À 100 ans, il n'y a pas d'âge pour recouvrir le son. D'autant plus qu'on vient de prouver que en fait, le facteur le plus important qui a été déterminé dans les favorisant l'Alzheimer, alors il y a beaucoup de facteurs, obésité, HTA, etc. et tout, mais c'est l'audition. Et il y a des corrélations très fortes qui sortent, il faut rétablir les auditions. Chez les patients, ça freine en fait les évolutions. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre au fur et à mesure. Donc les implants, on va sans doute maintenant passer sur les personnes âgées. Merci.
Je voulais te remercier pour cette conférence. Moi, je trouve que c'est très optimiste. Merci. Parce que... J'ai peur, oui, parce que je suis désolé, la prochaine fois, je la changerai. Non, parce que voilà, ça montre qu'il faut continuer à faire de la recherche. Voilà, et un chirurgien qui a une activité en permanence clinique, une activité de recherche, c'est ça qui est l'avenir. Et donc, vous tous qui êtes là, qui êtes lancés dans cette dynamique, eh bien, allez-y. Oui, c'est une voie difficile, mais c'est une voie passionnante. Hein. Voilà, Fantastique. voilà, c'est une voie passionnante. L'énergie, mais vous l'avez, sinon vous ne seriez pas là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On passe à la suite.